On va démarrer par les tables rondes. Je suis désolé, hein, c'est le côté un petit peu pénible. Vous verrez plus tard pour le cocktail. Et je vais demander tout de suite à mon panel pour cette première table ronde dont le titre est Faire part de naissance d'un nouveau cycle immobilier. Bravo Eric pour les titres. Je vais peut-être t'embaucher si jamais je recherche des journalistes. Mais celui-là, il est pas mal. Je vais demander à Tania Consenro. Je ne suis pas espagnol, bon temps, je suis très nul. Présidente de Union Investment, de bien vouloir me rejoindre et de se placer sous la photo. C'est obligatoire. D'accord. Je suis désolé. Magali Serror-Fienberg, associée chez EY, société d'avocats. Pareil, merci de nous rejoindre. Jean-Christophe Antoine, président d'Atlan, je l'ai vu tout à l'heure. Christian de Kerangal, directeur général de l'Institut IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Et Sébastien Liberge, Head of Real Estate chez Bayerich Landesbank. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en toute dernière minute, puisque Priscilla a eu un petit souci personnel et n'a pu se joindre. Christian, je vais commencer par toi sur ce nouveau cycle immobilier. L'idée, peut-être en introduction, d'essayer de balayer la situation macroéconomique et financière. On nous parle d'inflation depuis bientôt 2 ans. Elle devait être provisoire. Visiblement, elle dure un petit peu. Les taux d'intérêt ont augmenté pour calmer une croissance qui était folle. On parle de décroissance, de récession, on n'y est pas. J'aimerais bien avoir un petit peu ton opinion et perspective en la matière. La question que tout le monde se pose, c'est 1, l'inflation va-t-elle baisser? 2, les taux directeurs des banques centrales risquent-ils à nouveau d'augmenter ou à tout le moins de rester élevés? Et tout ça pendant combien de temps, s'il vous plaît? Vous avez 3 minutes, Christian. Alors, je vais sortir une boule de cristal. Bonjour à tous. Je voudrais juste, avant de répondre à ta question, je prends 10 secondes pour commenter ce titre que je trouve effectivement très très bon. On a un faire-part de naissance, mais d'abord, malheureusement, on a d'abord à traverser une fin de cycle. Je suis désolé de le dire, mais avant qu'on ait un nouveau cycle, on est en train de traverser une fin de cycle et donc d'ajustement des valeurs qui va être une période difficile. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et pour nous, notre analyse, c'est qu'elle va durer 3 à 4 ans. Voilà. Donc déjà, bon. La deuxième chose importante aussi, c'est qu'on sort, en fait, au-delà des cycles, on sort d'un espèce de macro-cycle de 40 ans qui a été caractérisée par une baisse continue des taux d'intérêt. Et cette baisse continue des taux d'intérêt, elle a impacté à la hausse la valeur de tous les actifs, et notamment des actifs immobiliers. C'est fini. On rentre dans une période, à notre sens, durablement inflationniste, donc où les taux baisseront peut-être un tout petit peu, mais ils ne retourneront pas à zéro. Bon, sauf Covid, mais personne ne le souhaite. Enfin, sauf nouveau Covid, mais personne ne le souhaite. Et donc, il ne faut plus compter sur la compression des taux pour créer de la valeur. Il faut compter sur notre créativité, vous le disiez Béatrice, notre inventivité, etc. Et puis, au-delà des aspects macroéconomiques, je dirais que, comme vous l'avez dit, les fondamentaux de notre monde sont en train de changer. On a des évolutions démographiques très profondes qui sont en train de ralentir la croissance potentielle des économies. On a des évolutions géopolitiques importantes parce qu'on a un monde qui se fragmente de plus en plus, et ça a beaucoup d'implications. Des évolutions sociétales, on en a parlé. Et puis, j'ai envie de dire, au-dessus de tout, le changement climatique qui est en train de complètement transformer notre horizon. Donc ce que je veux dire derrière ça, c'est que faire part de naissance d'un nouveau cycle ou alors faire part de naissance d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que ce sera un nouveau cycle comme on avait l'habitude de se dire avant, c'est-à-dire qu'on avait une période difficile, puis après ça repartait comme avant. Je ne crois pas au ça repart comme avant. Ça va repartir très différemment ce coup-ci. Et on est quoi? Alors, on est dans un schéma d'une petite mort pour une renaissance, c'est ça? Oui, mais une renaissance où il va falloir profondément revoir tous les business models de beaucoup d'acteurs. Parce qu'il va falloir gérer les capex d'investissement dans le... Bon, on y reviendra pour la transition énergétique, etc. Transition environnementale, excusez-moi. Alors, pour répondre rapidement à tes questions, l'inflation, vous le voyez, l'inflation, tout compris, elle est en train de ralentir. Donc ça veut dire que la politique
difficile des banques centrales est en train quand même d'avoir un impact, heureusement, parce qu'au prix de ce qu'elle fait. Mais on a une inflation qu'on appelle core, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente, dans laquelle vous enlevez les composantes énergie et les composantes alimentaires. L'inflation des corps, c'est notamment les services, elle résiste pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elle va résister durablement, mais en tout cas pour l'instant elle résiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix des services continuent à augmenter. Et ça veut dire aussi que les salaires augmentent. On n'est pas dans une, pour l'instant en tout cas en Europe, on n'est pas dans une boucle prix-salaire, mais on n'en est pas très loin. Et ça, c'est difficile à arrêter. Donc, d'où le fait que les banques centrales, pour l'instant, ont un discours qui est très, qu'est-ce qu'on va dire, flou sur leurs intentions. Parce qu'elles arrivent maintenant au moment où il va falloir qu'elles choisissent entre soit je considère que j'ai monté suffisamment les taux pour contenir l'inflation, mais je ne vais pas plus loin parce que sinon je risque de faire rentrer le monde en récession, ou alors je considère que l'inflation n'est pas cassée et donc il faut que j'y aille encore un coup au risque de faire rentrer le monde en récession. Et c'est vraiment la question que se posent les banques centrales et qu'elles vont se poser, enfin elles vont y répondre dans les mois qui viennent. Jérôme Powell a un peu répondu à l'issue de Jackson Hole, c'est-à-dire que son mandat, c'est de mettre l'inflation à 2%. On n'y est pas aux États-Unis. Oui, alors, mais le problème, c'est que Christine Lagarde dit la même chose, oui, et que la BCE est une organisation plus jeune que la Fed, et qu'elle a ses preuves à faire. Mais alors, on ne va pas rentrer dans un détail technique, mais ils sont en train de jouer sur un certain nombre d'indicateurs pour faire dire que l'inflation sous-jacente, donc le cœur de l'inflation, serait en train d'arriver à 2%. D'accord. Bon, en gros, la question, c'est est-ce qu'on met encore... Bon, on sait qu'on va encore avoir une hausse, mais est-ce qu'après cette hausse, est-ce qu'on continue alors que l'économie est vraiment en train de ralentir fortement? La réaction des banques centrales, juste 2 mots. La hausse des taux, ça a été la plus rapide depuis 40 ans. 525 points de base pour la Fed en 1 an, 425 points de base pour la BCE en 1 an. C'est du jamais vu. Enfin, en tout cas, depuis... Ça a surpris tout le monde ou pas? Vous pouvez réagir sur le panel. Que ça aille aussi vite, je pense que ça a surpris beaucoup. Parce qu'en général, enfin, toutes les hausses de taux des banques centrales n'ont jamais été aussi vite et aussi fort. Et puis la deuxième chose, parce qu'on parle toujours de la hausse des taux, il y a eu aussi les banques centrales qui baissent la liquidité. C'est-à-dire qu'elles prêtent moins aux banques, elles prêtent plus aux États. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'argent dans le monde. Et donc ça veut dire quoi? Hausse des coûts de financement, hausse de la réduction du crédit et puis hausse de la rémunération du taux sans risque. Il ne vous aura pas échappé que le taux des obligations aujourd'hui en France, ce matin, c'était 3,17. Voilà. Donc ça veut dire que la prime de risque pour l'immobilier, elle s'est écrasée. Et donc la question derrière ça, c'est la seule manière de faire que la prime de risque redevienne petit à petit acceptable, c'est que les prix baissent. Alors, après, évidemment, de manière très variable selon les actifs, les localisations, les qualités des immeubles, etc. etc. Merci beaucoup d'avoir campé le décor. On va demander maintenant un petit peu aux investisseurs un peu ce qui se passe sur le marché. D'abord, une petite photographie peut-être avec Magali sur le marché des transactions. Je vais garder mon micro, mais je veux bien que Christian rende le sien. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un état de sidération sur le marché de l'investissement? Le marché semble à l'arrêt. Aujourd'hui, quel est un petit peu l'état des lieux? Est-ce que personne ne veut baisser? J'ai l'impression que les investisseurs ont 2 cerveaux. Il y a le côté acheteur qui dit que c'est trop cher et le côté vendeur qui ne veut pas acter la baisse. Où est-ce qu'on en est juste sur cette photographie? Alors, bonjour à tous. Je dirais que le marché, il est encore attentiste. C'est-à-dire que contrairement aux autres crises, on n'a pas observé un arrêt brutal et total des transactions. En revanche, il y a eu l'année dernière un ralentissement des opérations, donc du nombre d'opérations, enfin une baisse du nombre d'opérations, et un allongement de la durée des opérations, avec des investisseurs qui sont plus exigeants sur la qualité des actifs et qui sont en posture de négocier plus fortement les prix à l'acquisition. Ça, c'est ce qu'on a observé l'année dernière. Mais dans un marché qui est resté quand même dynamique.
qui est très intéressant. Ce que l'on ne sait pas pour l'année qui vient, c'est si ça va s'arrêter, si vraiment on va avoir cet arrêt qu'on attendait déjà l'année dernière mais qu'on n'a pas eu, ou si au contraire on va avoir cette adaptation. Mais ce dont on est à peu près convaincu, c'est qu'il va y avoir des arbitrages et des baisses de valeur des actifs. Parce que ça, on l'observe déjà sur certaines opérations et accéléré dans certains cas avec des arbitrages comme les arbitrages qui ont été faits à Paris, enfin, qui sont en train d'être faits à Paris sur certains immeubles qui ont un impact direct sur la valorisation de ces immeubles. Sur cette rentrée, ça se passe comment aujourd'hui? On sent les acteurs qui veulent faire des choses ou... Oui. En tous les cas, nous, EY, côté transaction, c'est très actif. D'accord. Voilà. Et on est assez surpris d'ailleurs, mais on accompagne là en ce moment beaucoup de clients sur des opérations à la fois en acquisition et à la cession. Et sur les prix? Alors, disons qu'on est encore sur le travail des valorisations. C'est-à-dire que les experts n'ont pas tous arbitré l'impact. Parce que la difficulté, si vous voulez, c'est l'impact, bon, on va y revenir, mais du décret tertiaire, enfin des investissements nécessaires qui vont devoir être faits, et de la valeur des actifs qui pour certains d'entre eux, c'était peut-être un peu, entre guillemets, envolé, et on revient maintenant à des niveaux probablement plus raisonnables, mais ce n'est pas forcément encore entendu par les vendeurs. Parce que c'est difficile de se dire qu'il y a 2 ans, on avait des actifs à 70 millions, 90 millions, et qu'on peut observer pour certains d'entre eux des baisses de plus de 30 ou 40%. On parle de ce niveau de repricing. De ce niveau pour certains actifs, oui. D'accord. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Et les investisseurs vendent plutôt des trophy assets tant que ça vaut encore quelque chose, ou on essaie de se débarrasser des nanars tant qu'il y a des gens qui ont un peu d'argent? Je suis un peu provoque, hein, désolé. Non, il y a tout type d'opération, mais en tous les cas, pour ma part, je n'observe pas on ne se débarrasse pas encore des actifs à n'importe quel prix. D'accord. Voilà. Tania, un petit mot côté Union Investment. Christian parlait du fait que la prime de risque s'est crachée totalement suite à l'augmentation très spectaculaire et très rapide des taux d'intérêt. Quelle est un petit peu aujourd'hui la promesse de performance de l'immobilier derrière Union Investment? Il y a beaucoup d'investisseurs particuliers, privés. Aujourd'hui, quelle est un petit peu la promesse de performance de l'immobilier par rapport à d'autres classes d'actifs, les obligations, les marchés actions qui ont l'air de plutôt pas trop mal se porter, et comment ça impacte votre stratégie chez Union et chez les fonds ouverts allemands? Bonjour Gaël, bonjour à tout le monde. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Mégali. Effectivement, le marché d'investissement est assez arrêté en ce moment, mais il y a beaucoup de discussions avec des investisseurs, avec des partenaires, donc tout le monde a envie de faire, mais c'est vrai que les discussions sur les prix, on s'y retrouve pas en ce moment. Mais il y a beaucoup d'activités. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'activités pour les acquisitions. Mais c'est vrai que c'est les temps où il faut être prudent et il faut faire preuve de sagesse. Concernant ta question, Gaël, effectivement, on traverse des temps assez turbulents. On est, comme disait Béatrice, en pleine transformation. Je pense que déjà, on a été très secoué pendant la pandémie. Donc, on a compris que maintenant, les actifs bureaux pourraient avoir un autre type d'utilisation, que les utilisateurs pouvaient parfaitement aussi travailler de la maison. Donc, on a été secoué à ce moment-là déjà sur l'utilisation de certains de nos actifs immobiliers. Et après, maintenant, effectivement, on est secoué de nouveau par rapport au contexte économique qui est très compliqué, avec, comme vous disiez, les taux qui se sont élevés de façon assez brutale. Nos analystes sont un peu plus optimistes que toi, Christian. Donc, ils parlent d'un rééquilibrage des taux fin 2024, début 2025.
Voilà, c'est peut-être aussi pour motiver les troupes. Mais effectivement, on va traverser donc une période de turbulence assez forte. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut avoir une stratégie d'acquisition qui est très conservatrice. Il faut, nous, en tant que fonds immobilier allemand, et je pense que c'est la même chose pour la plupart des EPCI, nous avons été toujours très, très sélectifs au niveau des acquisitions, sur la localisation, sur la qualité intrinsèque des actifs, sur les utilisateurs, sur la solvabilité des utilisateurs. C'est déjà des critères qui ont fait ses preuves pendant la pandémie. Donc, les immeubles qui ont une bonne adresse, qui sont des qualités, ils sont toujours pleins. Donc, et qui sont dans les grandes métropoles, dans les centres-villes, sont toujours pleins. Et les loyers montent. Donc là, les fondamentaux sont bons. Effectivement, on a tous aussi quelques casseroles aussi dans les portefeuilles, des actifs qui sont donc un peu moins localisés, peut-être qui touchent aussi à une certaine obsolescence. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de pression sur tous les contraintes environnementales et réglementaires. Donc, je dirais que cette obsolescence programmée qu'on connaissait déjà il y a 3-4 ans s'est accélérée. Et justement, les actifs les plus problématiques demandent beaucoup de travail, beaucoup de CAPEX, beaucoup d'investissements, beaucoup de travail des équipes. Et parfois, on se pose la question si ces actifs, à un moment donné, pourront rester ce qu'ils sont maintenant. Hein. Donc, je parle évidemment des actifs, parfois en première, en deuxième périphérie, de bureaux. Et là, il faut être créatif, comme vous disiez, Béatrice. Donc, il faut réfléchir. Peut-être il y a une autre vie à leur donner. Il faut aussi pour ça aussi que les collectivités et le gouvernement aussi nous aident, parce qu'il faut nous aider dans ce cas-là aussi de transformer peut-être ces actifs, de réfléchir à une nouvelle utilisation et pourquoi pas les transformer en résidence de service, en logement, en résidence étudiante. Il y a tellement de besoins dans le logement, mais pour ça, il faut une concertation aussi avec les pouvoirs politiques et avoir un vrai dialogue. Donc, il y a des pistes à travailler. Il faut par contre une véritable concertation pour trouver des idées où on rend service à la société et en même temps, donc, on trouve des solutions pour qu'il n'y ait pas une partie du portefeuille immobilier français, européen et international qui seront obsolètes. Jean-Christophe, le feuilleton de l'été pour les SCPI, ça a été la baisse de certaines sociétés de gestion, baisse des prix des parts, qui a été vécue visiblement comme un traumatisme, ou en tout cas ça a été relayé comme ça par les médias. Qu'en est-il un peu sur le terrain et puis juste sur les SCPI, est-ce qu'aujourd'hui il faut revoir un petit peu le modèle économique des SCPI ? Alors, avant de parler des SCPI, je vais revenir un peu sur le marché. Moi, j'ai l'impression, alors effectivement, d'une part, sur les bureaux, tout le monde s'en désintéresse aujourd'hui. Il y a une baisse des volumes de transactions sur les bureaux qui est absolument très significative, et sur tous les marchés, Paris, Île-de-France et région. Bon, Paris, intramuros restant un peu une exception. Donc, tout le monde va vers des locaux où l'immobilier est lié à l'exploitation du locataire. Locaux d'activité, hôtellerie, commerce, et on reviendra sans doute sur la résilience. Donc, c'est quand même une tendance qui est lourde. Et les bons dossiers de bureau, ben, il n'y en a pas tant que ça. Quand on cumule ce qu'est un bureau qui doit être de qualité, c'est-à-dire bien placé, respectant les décrets tertiaires, respectant l'évolution réglementaire, ben, il n'y en a pas énormément de dossiers. Surtout, aller se projeter sur une restructuration aujourd'hui et fixer un taux de sortie à 8 ans ou à 10 ans pour des acteurs court terme, c'est quasi impossible, surtout avec des taux d'intérêt à 5%. Donc tous les acteurs court terme, et peut-être Christian Clefait le sait, c'est intéressant de savoir quelle était la proportion des acteurs court terme et long terme dans l'investissement. Quand vous êtes long terme, quand les SCPI, vous ne vendez pas, sauf
obligations, et on va y revenir. Donc ça, c'est un peu la tendance que je constate sur le marché de l'investissement, mais des bons dossiers, il n'y en a pas tant que ça en bureau. Ce qui veut dire qu'il y a de la compétition sur les bons dossiers? Non, Ça pas maintient tant les que ça, prix? parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont disparu aujourd'hui. Alors Paris Intramuros, si, on a eu des exemples récemment d'un immeuble, je crois, avenue Hoche, où il y a eu 8 candidats avec des prix qui ont été intéressants. Alors repricés, mais il y a eu de la compétition quand même. Donc, mais Paris Intramuros, c'est vraiment un secteur particulier. Un taux de vacances qui est ridicule. Le taux d'écoulement, en 4 mois, vous louez vos locaux ou, par rapport au stock. Donc c'est vraiment un marché à part, et le PLU bioclimatique en rajoute une couche. Donc on va véritablement vers une rareté. Après, pour revenir au SCPI. Alors traumatisme, oui, traumatisme pour ceux qui ont été touchés, peut-être, et pour les médias qui s'en sont fait le relais. Mais il y a toujours une surréaction. Quand les médias, pendant 10 ans, rappelez-vous, en 98, quand les SCPI repartent, aucun média s'intéresse aux SCPI. C'est à partir de 2008 que la baisse des rémunérations des fonds euros et des autres placements fait que les SCPI reviennent dans le phare des médias. Et là, ça a été une dithyrambe pendant 10 ans sur les SCPI, seul placement valable, etc. etc. Ça fait du bien pour la collecte aussi. Oui, mais c'était les prémices d'une crise annoncée. Bon, après, on ne savait pas quand elle allait venir, mais elle était annoncée. Après, c'est la gestion qui a été faite par certaines SCPI. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'à un moment, beaucoup de SCPI, d'abord, on a vu que beaucoup de SCPI se sont créés, beaucoup de sociétés de gestion se sont créées. Donc, c'est que le marché était intéressant, si on a des nouveaux acteurs. Et le mode de gestion de la SCPI, c'est financiariser et institutionnaliser. Institutionnaliser, je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a des ratios d'emprise des clients professionnels dans la SCPI qui peuvent être importants. Ratios d'emprise des clients professionnels, c'est essentiellement les sociétés civiles qui achètent des parts de SCPI et qui sont des fonds immobiliers récents, et les SCPI dans les contrats en UC. Ça, c'est un peu moins important, mais c'est quand même, ça va être un traumatisme pour les compagnies d'assurance, parce qu'une des cotes des UC en compagnie d'assurance, dans les contrats, c'est l'assureur qui va porter la liquidité. Donc c'est lui qui va encaisser la perte aujourd'hui, si son client particulier vend. Donc ça, on ne l'a pas vécu, totalement. Je rappelle qu'un fonds SCPI, c'est avant tout un fonds pour les particuliers. C'est un revenu long terme et c'est une distribution long terme. Le durée de placement, c'est 10 ans. Après, tous les leviers ont été poussés à l'extrême par les SCPI. Alors, et je dis les SCPI en général, et ce n'est pas toutes, bien entendu, heureusement. Mais les leviers, ça a été effectivement l'endettement qui a été très largement poussé, avec des SCPI qui sont à 30 ou 35% d'endettement aujourd'hui, avec que de l'in fine. Donc la maturité de la dette peut poser un problème, et effectivement, ça avait un effet relutif. Ensuite, rotation du patrimoine plus élevée, donc on générait des plus-values, mais la plupart du temps, vous appauvrissez le fonds, puisque vous vendez, mais ce que vous réinvestissez, après distribution de la plus-value aux associés, ne vous permet pas de trouver le même loyer que vous avez perdu. Donc là, il y a un appauvrissement du fonds. Donc on arrive aujourd'hui à cette limite, et excusez-moi, mais je vais être un peu vulgaire et je vais reprendre une phrase de Michel Audiard, les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole en escadrille. Et là, effectivement, ceux qui sont touchés vont cumuler tous les problèmes, c'est-à-dire la baisse de valeur. Bon, on a cité les bancaires, les premières, mais la deuxième vague arrive, il faut s'y préparer, de baisse. Encore une fois, il faut relativiser, c'est 7%, je crois, Christian, des SCPI qui ont baissé leur valeur de part. Ça va augmenter là, avec certaines qui vont baisser. Mais elles vont avoir ce problème de baisse des valeurs des parts. Vous allez avoir pour certaines un problème de liquidité, parce qu'il n'y a plus de collecte et il y a des retraits massifs. Et les retraits, ne vous méprenez pas, les retraits, ils sont essentiellement dus à des institutionnels, à des clients professionnels. C'est-à-dire les SC qui, elles, voient leurs clients partir, ont besoin de liquidité. Qu'est-ce qu'elles vendent en premier? Les SCPI. Donc effectivement, il y a des ventes de SCPI. Et bon, on le voit avec l'ASC la plus importante de la place. Et eux ont des mouvements qui sont très réactifs. Les particuliers ne bougent pas.
particulier, il a un comportement. Est-ce que ça ne va pas être les dindons de la farce, les particuliers? Pardon? Est-ce que ça ne va pas être les dindons de la farce, les particuliers? Non, mais reprenez, et historiquement, reprenez les associés qui sont rentrés en 90, au pire moment. En 2003, ils avaient récupéré leur capital et leur TRI a toujours été positif. Ils ont eu le revenu. La distribution, le particulier, il va réagir quand son dividende baisse réellement. Après, les particuliers qui vendent, c'est quoi? C'est en cas de décès, pour des raisons de liquidité, mais l'immobilier, c'est ce que vous vendez en dernier. Vous ne le vendez pas immédiatement. Donc, ils ont un comportement relativement sain. Aujourd'hui, c'est le ratio d'emprise. Nous, on a un ratio d'emprise qui est relativement faible. On n'a que 8% de clients professionnels. Donc, on est peu exposé. Mais je pense, et c'est une donnée qui n'est pas transparente aujourd'hui dans les fonds, je pense que certains ont 20 ou 25% de ratio d'emprise clients professionnels. Donc, effectivement, ça déstabilise le fonds. Ça, c'est sur les SCPI, c'est ce qu'on vit. Et on va avoir des médias négatifs pendant 6 mois, parce que ce qui va arriver dans le courant du mois de septembre, ça va être une seconde vague qui va être mise. Pour autant, il y a des SCPI qui résistent aujourd'hui, qui ont eu un comportement sain sur l'endettement, sur la structuration du patrimoine. On n'est pas une foncière. On va essayer de sélectionner les meilleurs immeubles, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la granularité du patrimoine et la mutualisation. Plus vous êtes granulaire, moins vous avez de volatilité du revenu. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur la SCPI. Donc la SCPI, elle demeure un produit d'épargne alternatif qui est intéressant, qui a toute sa place. Une fois que vous avez pour un épargnant qui a commencé à faire du livret réglementé qui est au plafond, qui va faire du fonds euro pour avoir un apport liquide garanti qu'il utilisera pour l'achat de sa résidence principale ou d'autres projets, et après une assurance, une épargne plus long terme avec un revenu. Alors, bien sûr, il sera beaucoup plus vigilant sur les SCPI sur lesquels il investira. Et aussi, les besoins de transformation, ce que disait Tania est effectivement important, c'est parce que là, les temps vont être plus durs. J'espère que certains SCPI ont mis des réserves de côté pour affronter les CAPEX qu'il y a à faire. J'espère, ça veut dire que vous êtes sûr que tout le monde ne l'a pas fait. Je suis sûr. Oui. Ok, très bien. Sébastien, votre regard un petit peu général là, sur cette photographie du marché de l'investissement, du repricing des actifs, des problèmes de liquidité des fonds ouverts ou non ouverts, comment vous regardez ça un petit peu de votre fenêtre? Disons que la hausse des taux, on l'a subie, évidemment, comme tout le monde, même si certains peuvent s'imaginer que ça nous profite, pas du tout, bien au contraire. Comme les emprunteurs le savent bien, la hausse des taux, on leur répercute directement. Nous, ce qui nous rémunère, c'est la marge. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que mécaniquement, la hausse des taux et la hausse des taux d'intérêt dégrade, fait augmenter les taux de rendement, donc diminue la valeur des actifs. Or, nos portefeuilles de prêts sont étroitement liés, la qualité de ces portefeuilles est étroitement liée à la qualité des actifs sous-jacents. Et nous avons des normes prudentielles qui nous imposent de garder un certain montant de capital face à chacun de nos prêts. On ne peut pas indéfiniment nous émettre des prêts avec un capital qui, lui, est fixe. Et donc, si, par exemple, pour vous donner une petite idée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si un actif vaut 100 et qu'on a fait un prêt de 40, on doit mobiliser 10 de capital en face. Si d'un seul coup l'actif ne vaut plus que 75, eh bien les normes européennes nous obligent à augmenter le montant du capital qu'on doit allouer face à ce prêt. C'est-à-dire qu'on va non plus mobiliser 10, mais 12 ou 13. Donc c'est-à-dire que sans avoir rien fait, si d'un seul coup toute la valeur des actifs du portefeuille immobilier qu'on a diminue, il faut qu'on mobilise plus de capital. Or, le capital, on n'en a pas indéfiniment, évidemment. Donc, Donc structurellement, les quotités de financement sont appelées à baisser. On est dans un... Tout à fait, tout à fait. Normalement, on va essayer de réduire évidemment tout d'abord, ça va dépendre de chacun des établissements. C'est-à-dire que ceux qui se sont servis des 10 dernières années pour bien recapitaliser, eux peuvent faire face à ces baisses de valeur. Ceux qui sont un peu justes, évidemment, eux, vous verrez quand vous irez voir certaines de vos banques, vous direz cette année, on va peut-être pas trop prêter. Elles sont en train d'essayer de reconstituer leur capital. Donc ça, et vous? Nous, on continue de prêter. Donc on a cette chance-là. On a été assez vertueux pendant les 10 dernières années. On a des loan to value. Je pense que beaucoup parmi
vous connaissez cet ordre de grandeur, on est resté très raisonnable, on est resté très conservateur dans tout l'octroi de nos prêts. Alors, du coup, effectivement, peut-être pour certains de nos clients, c'était un peu décevant qu'on les accompagne pas sur des value-add ou des opérations opportunistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux dire que je n'en plains pas. Et comment vous abordez ce nouveau cycle immobilier dans le financement? On parle beaucoup d'actifs qui sont appelés à transformer aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes réorienté votre stratégie de financement? Mais complètement. La banque a décidé que ce n'était même pas un choix, c'est le seul choix qui existe, c'est d'aligner évidemment nos objets, notre façon de travailler en accord avec les accords de Paris. Et donc les critères ESG maintenant sont à tous les niveaux de présent, à tel point que, par exemple, ce n'est même pas avant de passer en comité, c'est même avant de passer en pré-comité. Pour ne serait-ce que pouvoir présenter un dossier en interne, il faut avoir les DPE et pouvoir vraiment expliquer la qualité de l'actif. Nous, on a réellement des objectifs d'avoir des portefeuilles d'actifs verts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me retrouve avec certains de prêts en cours pour lesquels certains de mes clients souhaiteraient une extension. Et je leur dis, mais désolé, mais là, l'immeuble, on parlait de casserole tout à l'heure, ça, on n'en veut plus, on ne peut pas le financer. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir une quotité d'immeubles non verts de plus en plus réduite avec les années qui viennent. Donc c'est vraiment un souci quotidien. Qu'est-ce qu'on fait du portefeuille existant? Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez un mur de la dette en train de se créer ou pas? Alors écoutez, cette notion de mur de la dette, je veux dire, elle était arrivée la première fois dans les années avec la grande crise financière de 2008. On ne parlait que de ça, et peut-être à raison à l'époque, puisqu'à l'époque, c'était quand même une crise financière et de liquidité. Donc, il y avait des acteurs qui disparaissaient. On savait que tous les actifs qui avaient été titrisés, on savait que la titrisation n'étant plus là, qui allait les refinancer? Or, que s'est-il passé? Avez-vous vu vraiment un mur de la dette, moi, en 2014, 13, 12? Non, finalement, tout petit à petit, tout s'est écoulé. Donc, moi, je n'y crois pas beaucoup. Enfin, sincèrement, je pense que tout va être quand même refinancé par différents types d'acteurs. Évidemment, certains actifs vont devoir être sortis du marché, et puis ça, il va y avoir des acteurs et on compte sur eux pour s'en occuper. Mais je ne vois pas à court terme des sujets vraiment de refinancement. Jean-Christophe, ce mur de la dette, vous le voyez, il vous inquiète ou pas? Ce mur de la... Oui, vous m'entendez? Oui. Le mur de la dette, il est sur les SCPI, ça peut arriver. Effectivement, il y a des covenants qui ont l'air de devoir être actionnés sur certaines SCPI, je crois notamment par des banques allemandes, aujourd'hui, qui vont obliger certaines SCPI à vendre. Alors, ça sera marginal pour l'instant. Mais quand ça dépendra de la maturité de la dette. Si vous avez une maturité de l'in-fine à 2024-2025, et vous aviez un coût de financement à 1,50, 1,80, le refinancement va vous coûter 5%, voire plus. Donc, c'est l'impact sur le compte de résultat va être important. Et sinon, l'autre moyen, c'est remboursé par la vente d'immeubles ou par la collecte si elle est là. Donc, oui, il peut y avoir temporairement quelques difficultés, mais ça va pas être majoritaire. Et je voulais rappeler aussi un élément sur les SCPI qui est important. Ce n'est pas un fonds fair value et mark to market, contrairement à la société civile, contrairement à la PCI. C'est-à-dire que le gérant est souverain, et ça c'est une grande originalité, le gérant est souverain pour fixer la valeur du prix des parts entre plus 10 et moins 10 de la valeur de reconstitution. Donc effectivement, certains qui peuvent être touchés ont poussé le prix de la part au maximum et aujourd'hui se retrouvent confrontés effectivement à des baisses des valeurs d'expertise qui font qu'ils sont dans l'obligation de baisser. Et puis, il y a certains gérants qui ont dit de toute façon, c'est un placement long terme. La valorisation, on le voit sur le long terme et on ne retranscrit pas l'évolution du marché dans la valeur de la part et on minore le prix de la part. Donc, les nouveaux associés rentrés à des prix décotés, aujourd'hui, sont beaucoup moins touchés par cette dévalorisation du prix, par cette dévalorisation des actifs et du prix des parts. Et dernier élément, c'est quand même, prenez bien en compte ce qui s'est passé sur les bureaux ces dernières années. Parce que les bureaux, c'est très particulier. Quelle classe d'actifs
où le locataire pouvait obtenir 18 mois, 20 mois, 27 mois, 32 mois de franchise en signant un 9 ans ferme ou un 12 ans ferme. Il n'y a aucune classe d'actifs qui n'avait le même principe. Et ça date de 2008, la bulle financière. Et rappelez-vous notamment les foncières qui luttaient avec les experts sur la valorisation des actifs. Et ça a été un artifice. Et donc vous achetiez un immeuble avec un loyer facial, mais le loyer économique était de 25% moins cher. Donc vous devriez acheter l'immeuble 25% moins cher. Donc on a créé un artifice qui a valorisé les bureaux. Et aujourd'hui, oui, on va le payer, et cette classe d'actifs va le payer davantage que les autres. Je voudrais rebondir sur les bureaux, Christian. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la classe d'actifs maudit, alors que c'est celle où, grosso modo, la moitié de la location des institutionnels est sur le bureau? Alors, je dirais pas maudite, parce qu'elle est fondamentale, mais c'est vrai qu'elle représente en moyenne 60% en France de la location des investisseurs institutionnels. Et c'est vrai que c'est la classe d'actifs qui, jusqu'à présent, était presque la seule qui ne posait jamais question. En fait, si on prend un tout petit peu de recul, on a accompagné les investisseurs, et c'est normal, on a accompagné la tertiarisation de l'économie depuis le début des années 60. On est probablement arrivé à la fin de cette période de tertiarisation. Ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de bureaux, mais ça veut dire que, en tout cas, on a probablement assez de bureaux pour les besoins. Alors c'est évidemment un peu trop caricatural, c'est très vrai en Île-de-France, c'est moins vrai en région, mais juste deux chiffres qui me semblent importants. Bon, évidemment, il y a l'impact du télétravail, mais on a fait une étude récemment à l'IEIF en essayant de regarder comment a évolué l'emploi de bureaux depuis une vingtaine d'années. Et en fait, l'emploi de bureaux en Île-de-France, l'emploi de bureaux en Île-de-France a décru petit à petit depuis 2007 de manière continue. Or, on a continué jusqu'en 2019 à construire autant d'immeubles qu'avant. Donc, même s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, l'accélération du télétravail, etc., on avait une suroffre structurelle de bureaux. Et donc, tout ça pour dire que, et là, pour rebondir sur ce que disait Tania, oui, il y a des actifs qu'il va falloir transformer, qu'il va falloir sortir du marché, alors je ne sais pas comment. Et effectivement, ça demande un certain nombre de concertation avec les pouvoirs publics, et notamment avec les maires, qui, pour la plupart d'entre eux, ne veulent pas avoir de logement en plus. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, quand ils se rendront compte que leurs immeubles ne se louent toujours pas, ils évolueront un petit peu sur la question. Mais c'est vrai que fondamentalement, on a besoin de bureaux, mais on a probablement assez de bureaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bureaux neufs, parce qu'il faudra de temps en temps en construire, mais l'avenir, il est probablement majoritairement à de la restructuration, à de la transformation. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que l'allocation des investisseurs institutionnels, elle va évoluer profondément dans les années à venir. Ça a déjà commencé. La part des bureaux va baisser au profit d'autres classes d'actifs qui vont augmenter. Je pense à la santé, je pense à l'hôtellerie, je pense au data center, je pense à plein de classes d'actifs qui, pour l'instant, sont des niches et qui probablement prendront plus d'importance. Juste un chiffre, même si comparaison n'est pas raison, hein, on n'est pas la même chose que les États-Unis, mais la part des bureaux dans les patrimoines des investisseurs institutionnels aux États-Unis, c'est 20%. Nous, c'est 60%. Je ne dis pas qu'on ira à 20%. Enfin, à mon avis, la part des bureaux va diminuer. Mais on y reviendra, nous, dans notre session de Big Up du 4 octobre, sur le marché des bureaux aux États-Unis avec des données de CoStar. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Juste question quand même sur les bureaux et sur la location d'actifs. Tania, comment vous gérez aujourd'hui la classe d'actifs bureaux et quels autres secteurs immobiliers, du coup, vous regardez à l'achat, à l'investissement ou à la transformation? Alors, nous, on reste un acteur très concentré sur l'actif bureau, mais bien sûr, on diversifie depuis plusieurs années. Donc, on doit avoir une dizaine de classes d'actifs. On doit être sur à peu près 150 villes dans le monde. Voilà, donc on essaye de diversifier, bien sûr, un type de localisation, type d'actifs bureau, type d'utilisateur. Mais on croit toujours au bureau parce que, je veux dire, moi je suis manager d'une équipe et franchement je vais presque tous les jours au bureau parce que sinon je suis au courant de rien.
Et oui, c'est vrai. Et je veux dire, comment est-ce que vous voulez motiver vos troupes? Comment est-ce que vous voulez créer une cohésion sociale, travailler autour d'un projet si vous ne voyez pas les personnes autour de vous? Donc, dans notre métier, en tout cas, dans beaucoup de métiers, il faut se voir, il faut se toucher, il faut se parler, il faut prendre ce café ensemble. C'est quelque chose peut-être un peu latin, mais c'est important. Voilà, donc on croit au marché bureau. Après, on a investi beaucoup dans la logistique, dans le résidentiel, dans l'hôtellerie, aussi hôtellerie de loisirs. Parce que là, on voit aussi que c'est un actif qui intéresse beaucoup. Donc, il y avait déjà l'hôtellerie business dans le centre-ville, mais maintenant, hôtellerie de loisirs, plage à la montagne, ça, c'est aussi des investissements qui sont intéressants, qui fonctionnent bien. Mais en même temps, on ne souhaite pas trop s'éparpiller non plus. Je veux dire, on s'est fait certaines choses, on les fait très bien, et je pense que ce n'est pas le moment aussi d'expérimenter. Donc, il faut par contre devenir un véritable spécialiste dans son acteur d'activité, ce qu'on sait faire. Et juste pour rebondir ce que tu disais, Sébastien, sur le comité d'investissement, chez nous, maintenant, la première question, c'est quand on présente un immeuble, quel est le niveau du DPE? Donc, si ce n'est pas en A ou en B, de toute façon, vous ne présentez pas l'actif. Donc, ça aussi, je me dis, mais cette réglementation européenne, elle est très contraignante. Bien sûr, on a besoin d'aller tous dans la même direction, on souhaite tous avoir un cercle vertueux, mais si on élimine tous les immeubles qui ne sont pas DPA et DPEB, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les immeubles haussmanniens, les immeubles historiques dans toutes les villes européennes, c'est des immeubles. C'est quoi? C'est les friches de demain, ou alors il faudra une nouvelle classe d'acteurs pour les restructurer? Oui, nous, on continue à investir dans les vrais patrimoines. Je veux dire, c'est aussi, sinon, on finira par des centres-villes obsolètes. Hein. Donc, oui, on a une responsabilité aussi de restructurer ces actifs-là. Mais en comité, maintenant, c'est très difficile de passer des immeubles qui ne sont pas des immeubles neufs. Donc, c'est un peu une aberrance aussi de cette réglementation qui a certainement fixé les bons objectifs, mais qui fixe des contraintes qui sont assez importantes. Jean-Christophe, la stratégie sur le bureau et puis les autres classes d'actifs que les CPI Atlan voisins regardent. Je réponds à Tania, parce que la taxonomie, effectivement, européenne, c'est un souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on privilégie d'acheter des immeubles neufs parmi les 15% les plus performants ou DPE A et B. La vertu sur un patrimoine en stock, c'est d'améliorer son patrimoine en permanence. Si on veut améliorer le bilan carbone, si on veut aller vers la neutralité carbone, les efforts, ils sont apportés sur ces immeubles. Ce n'est pas en achetant des immeubles neufs qui ont généré du carbone qu'on va améliorer les choses. Alors oui, ça améliorera. Mais le souci, c'est de travailler sur les immeubles anciens pour les améliorer. Bon, c'était juste une petite remarque. Après, c'est un peu la même chose. Il faut pas. Bon, bien sûr, tout le monde va annoncer la mort du bureau. On l'a vu pendant le Covid. Non, c'est pas la mort du bureau. Le bureau se transforme. Et encore une fois, le marché des entreprises n'est pas homogène. Vous avez la grande entreprise, vous avez la PME de plus de 100 ou 200 personnes, et vous avez la PME qui va faire 10 personnes, et elle n'a pas du tout la même réaction. Et la PME qui est entre 10 et 20 personnes, bien sûr qu'elle a besoin de bureaux, et bien sûr qu'elle a besoin de bureaux. Donc le bureau n'est pas mort. Après, il y a des marchés qui sont en suroffre, on le sait, où il va falloir 6 ans ou 7 ans sur le rythme actuel des transactions à écouler le stock, donc ça va être très compliqué. Il y a des marchés qui sont plus équilibrés. Après, c'est aux propriétaires de faire en sorte de transformer leurs bureaux ou de les entretenir et de les améliorer en permanence. Ça, c'est une chose. Et de réfléchir sur les plus difficiles à la manière de les transformer. Est-ce que c'est un marché d'avenir? Est-ce que c'est un marché qu'on arrive à vendre à monsieur et madame Martin, là, et leur dire c'est une SCPI de bureau? Est-ce que c'est un produit qu'on a envie de posséder pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ils sont un peu plus réticents. C'est pour ça aussi on a eu un effet marketing sur les SCPI où il fallait absolument une thématique. Thématique bureau, thématique santé, thématique commerce. Aujourd'hui, on en revient. Nous, on n'a jamais voulu rentrer dans cette thématique. Volontairement, c'était diversifié parce que quand il y avait une classe d'actifs qui allait un peu moins bien, on était relayé par une autre classe d'actifs. Donc oui, le bureau se maintiendra. Il faut effectivement avoir une qualité de gestion
et un maintien de la qualité de ces immeubles à travers la réalisation de travaux et l'amélioration, parce que les locataires sont de plus en plus exigeants aussi par rapport aux décrets tertiaires, par rapport aux réglementations environnementales que l'on a. Donc ça, c'est important. Donc le bureau restera. Et puis il y a des situations en centre-ville ou dans des périphéries où les villes se transforment, comme on l'a vécu il y a 20 ans. Hein. Boulogne s'est transformée, ici les Moulineaux s'est transformé. Il y a d'autres communes aussi qui se transforment en périphérie de Paris et des villes et des métropoles régionales. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte et qui feront que les bureaux dans ces emplacements seront toujours quelque chose d'intéressant. Ensuite, effectivement, nous, ça fait depuis 2020 et l'apparition du Covid, on a voulu sous-exposer les investissements bureaux. Donc effectivement, on a moins investi en bureaux et on a recherché vraiment de l'immobilier qui était lié à l'exploitation. Donc lié à l'exploitation, on a fait beaucoup de camping. Donc ça a été quelque chose d'important parce qu'il y a une résilience. Aujourd'hui, il y a une exploitation environnementale possible. Bon, alors il y a effectivement, c'est souvent près de la mer. Donc il y a ces risques qu'il faut évaluer, mais il y a l'énergie renouvelable sur lequel on peut travailler, il y a l'eau, mais on y reviendra je crois tout à l'heure. Donc l'hôtellerie de plein air, l'activité, donc les locaux d'activité, soit locaux PME, PMI, soit des entreprises où le local est intimement lié à l'exploitation, donc ils ne peuvent pas bouger. Alors ça, le défaut de la non-banalisation du bâtiment, mais en général, le locataire, s'il est solvable, il va rester là très longtemps. Sur le retail park, on s'est largement développé sur les retail parks et même pendant la période Covid. Pourquoi ? Parce que l'on estimait d'une part que le modèle commercial était intéressant, niveau de loyer faible, niveau de charge très faible, et on a vu la résilience pendant tout le Covid, taux d'occupation qui est relativement élevé si vous êtes dans la bonne zone de chalandise. Pourquoi ? Nous, notre taux d'occupation retail, c'est 98,5, malgré les dépôts de bilan sur certaines marques de prêt-à-porter, etc. On a reloué tout de suite. Locaux d'activité, 100% de taux d'occupation. Éducation aussi, toutes les écoles, ça a été un relais aussi pour nous d'investir sur les bâtiments ERP loués à des écoles. Et là aussi, 100% de taux d'occupation et durée très longue. Santé, sur les laboratoires de recherche, on a notamment acheté le centre de recherche de Pierre Fabre à Toulouse, qui fait 40 000 m². Là aussi, c'est des beaux très long terme et des locaux qui sont très typiques pour l'activité de ce locataire. Donc on s'est largement développé sur ce type de segment immobilier qui ne répond pas du tout à la même logique que les bureaux. Donc ça assure une stabilité du revenu, puisqu'il faut bien comprendre qu'avant tout, la SCPI, c'est la stabilité du revenu et la pérennité du revenu qu'on va chercher dans le temps. Le pire, c'est la rotation des locataires, surtout en bureau, parce qu'il faut bien dire les choses. Un commerçant part, vous n'avez pas de travaux à faire. En général, c'est une cession de fonds de commerce où vous retrouvez l'enseigne tout de suite et il n'y a pas d'honoraire à payer à l'agent immobilier. Pourtant, il en aurait besoin. Mais les bureaux, ce n'est pas la même chose. Un locataire part, il y a à peu près entre 400 à 800 euros de travaux de restructuration. Et encore, je suis dans une fourchette basse et vous payez 20 à 25% d'honoraires quand c'est difficile, parce que maintenant, on rentre dans une période plus difficile, donc les taux d'honoraires vont augmenter. Allez, deuxième couche. Merci beaucoup pour cette analyse. Allez, il nous reste 3-4 minutes pour parler de ce nouveau cycle immobilier. C'est surtout aussi un nouveau cycle sur le plan environnemental. Comment vous abordez, on en a déjà un petit peu évoqué avec la taxonomie européenne. Magali, juste la taxonomie pour les nuls. Est-ce que ça bloque aujourd'hui le marché ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une crainte ? Vous voyez déjà les premiers impacts sur les transactions ? Alors, la taxonomie, on a beaucoup travaillé dessus, déjà pour comprendre comment ça devait se traduire dans le bilan des entreprises. Parce qu'il faut se dire les choses, c'était quand même pas très clair. En revanche, enfin, de notre point de vue, en revanche, là où il y a un vrai impact, enfin, où il y a eu une prise de conscience collective, c'est l'obligation de remonter les informations dans la plateforme Opérate. Ça a été côté locataire. Et alors, côté les propriétaires étaient plus sensibilisés, mais pas tous. Hein. Mais côté locataire, là, on s'est dit, que se passe-t-il et quelles sont mes obligations ? Et ça a, à mon sens, accéléré la prise de conscience de l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments et les coûts associés à cette rénovation.
que la question qui se pose systématiquement, c'est qui va payer, locataire ou propriétaire, ce qui est le vrai sujet. Oui, non, alors... Qui paye? Qui paye pour négocier pas mal de Et à baux. la fin, ce sera le propriétaire, parce que finalement, ce qu'on est en train de relever sur Opérat, c'est les données des consommations privatives. Et si à un moment donné, il n'arrive pas à joindre ses objectifs, donc il va nous demander de changer les installations techniques de l'immeuble. Donc, bon, enfin, c'est pas grave, mais on le sait déjà. Je veux dire, on l'a su. Pour moi, elle est déjà claire. Donc, on l'a déjà prévu dans nos capex et dans notre plan pluriannuel. Vous êtes un propriétaire particulièrement sympathique, alors, parce qu'on va dire que... Au contraire, on sait déjà qu'on va investir. Là. Non, mais c'est la réalité, je veux dire. Oui, non, mais il y a la réalité, je suis d'accord avec vous, mais dans la négociation des baux et de la clause particulière décret tertiaire, les négociations sont âpres pour savoir sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore, d'ailleurs. C'est les conséquences de ce qui va être effectivement, de ce que vont être les données qui vont être relevées, et de la nécessité de faire des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Ça reste quand même assez peu, assez peu précis pour les utilisateurs. Voilà. Un mot quand même du financement aujourd'hui, ce nouveau cycle environnemental, cette transition, alors elle était énergétique, maintenant elle est environnementale. Est-ce que vous allez la financer? Peut-être sur les acteurs, je vois pas de changement. Je pense que les banques qui sont là aujourd'hui et qui ont traversé la crise de 2008 sont bien recapitalisées. Les fonds de dette aussi sont là. Donc je ne vois pas déjà tout d'abord un changement d'acteurs important. Après, dans les critères de financement, oui, ils vont se tendre un peu là, le temps de passer cette crise, évidemment. Les comités vont regarder à 2 fois, donc vont être un peu plus exigeants en termes de levier, de qualité. Les marges vont être un peu orientées à la hausse. Faut s'y préparer. Elles ont déjà commencé. On parle au moins de 10 à 20 points de base. C'est pas non plus colossal, mais bon, c'est à prévoir. Et puis encore une fois, les critères ESG évidemment sont là à tous les étages, évidemment. Côté investisseur, comment vous abordez ce nouveau cycle environnemental? Est-ce que vous voyez un effet couperet? Est-ce que finalement, il y a énormément de défis et puis au bout d'un moment, est-ce que ça va pas pénaliser la performance des véhicules? Il fallait s'y préparer un peu avant. Hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc notre rôle, là, on y est par contre. Oui, mais notre rôle, ça a été, en tout cas, le rôle des propriétaires, c'est d'anticiper. Et ça, on était au courant depuis un moment, avec toutes les réglementations aujourd'hui françaises puis européennes qui sont arrivées, on le savait. Donc c'est pas une surprise. Donc il fallait constituer des réserves, il fallait prévoir ces capex, et c'est là où on va voir ceux qui l'ont prévu et ceux qui ne l'ont pas prévu. Après, c'est un labyrinthe aujourd'hui. On a une inflation des réglementations. Le décret tertiaire, le décret BAX, les bornes RVE, la solarisation des parkings, l'ENR. Donc c'est aujourd'hui très lourd à gérer, et il y a des priorités. Et il y a des contradictions. Madame, en introduction, rappelait qu'il faut travailler ensemble. Première chose, libérer les énergies des SCPI. Les SCPI, l'État, alors je parle à l'État, et pas à vous, hein, bien entendu. Je parle à l'État. Les énergies renouvelables, qui est un objectif collectif que l'on doit partager. Les SCPI, c'est à peu près 67 millions de mètres carrés sur toute la France. Aujourd'hui, on ne peut pas financer le photovoltaïque sur nos immeubles. On ne peut le faire que par des tiers financements. C'est-à-dire, c'est un autre qui va financer et qui va nous louer l'emplacement. Deuxième chose, dans le décret tertiaire, l'autoconsommation va rentrer dans la baisse des consommations et dans le décret tertiaire. Vous faites une installation photovoltaïque, vous vendez au réseau, ça ne rentre pas dans le décret tertiaire. Donc, levons un peu les énergies pour qu'on puisse être capable et augmenter le revenu de nos SCPI, parce qu'on a un potentiel énorme. Je vous parlais tout à l'heure des retail parks. La production sur les retail parks de photovoltaïque est énorme. Et on ne peut pas l'utiliser. Alors, on trouve des biais, c'est le locataire qui peut le financer, ou on essaye de trouver des solutions. Mais ça serait, et dans la loi Pacte initiale, c'était prévu.
Ça a été enlevé, la loi Pacte, mais les SCPI auraient pu financer. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Donc effectivement, il y a une amélioration que l'on voit. Après, c'est la donnée, on revient au problème de la data aujourd'hui et de remontée des données énergétiques, qui est un véritable problème. Vous avez des locataires qui ne veulent pas donner leur consommation aujourd'hui. Donc, bon, globalement, même avec des compteurs... Donc, ce n'est pas un problème d'outils, là, c'est un problème de volonté. Oui, il y a un problème de volonté, mais il y a un problème réglementaire aussi. Il suffit d'obliger le bailleur et le locataire à communiquer leurs données énergétiques de manière réciproque. À un moment, il faut qu'il y ait une obligation, ou alors aux fournisseurs d'énergie, de dire on doit avoir accès à la donnée d'énergie en libre service et gratuitement. À un moment, il faut savoir quel est notre objectif. Ça peut se mettre dans un bail ou pas? Quel est notre objectif collectif? Oui, c'est le cas aujourd'hui. Dans les baux, vous avez Oui. l'obligation pour le locataire de... Bien sûr, mais quand vous avez 2000 baux, là vous parlez des nouveaux baux. Oui. Quand vous signez un nouveau bail, quand vous avez des anciens baux, Ah oui. aujourd'hui il faut renégocier à chaque fois. Mais il y a Et- une ignorance des locataires. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup d'utilisateurs qui ne connaissent pas le décret tertiaire et les obligations qui en découlent. Bien sûr, C'est un travail d'information de la part mais du vous savez, pour les sensibiliser aussi, parce qu'ils ne se sentent pas... Enfin, c'est pas leur immeuble, si Mm. vous voulez, ils l'occupent, mais pour autant, ils ne se sentent pas forcément concernés. ça a été révélateur Opérate. Oui. Opérate, on a mis en place, on leur a vendu le service, alors qui était payant, effectivement, puisque on leur a dit, nous, on le fait à votre place, et ça va vous coûter 200 €, etc. Il y en a beaucoup qui ont refusé, parce qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse leur consommation, l'intensité d'usage dans le bâtiment. Oui, tout à fait, Jean-Christophe. Et surtout dans le retail aussi, c'est impossible d'avoir les données de consommation. Et c'est vrai que nous, on a dû engager un prestataire externe. On a eu le property manager et nous-mêmes pour nous assurer que toutes les données étaient remontées sur Opérate. Donc, c'est quelque chose qui est assez fastidieux, coûteux, qui prend du temps. Donc, la règle, chaque fois, c'est une ligne. On dirait c'est très simple, mais après, la réalité des choses, une petite société, une PME, elle a plein d'autres priorités en ce moment. Elle essaie de survivre et ce n'est pas une société du CAC 40 qui a 3 personnes dans la partie ESG, donc 3 personnes que j'ai dit, tout un département qui s'occupe de la partie 30, pardon. Donc c'est vrai que c'est des règles qui sont faites pour des grandes sociétés, mais pas pour les petites. Et finalement, on a un mix de tout ça. Hein, donc, Après, on a vraiment une volonté, quoi. C'est encore une fois, les acteurs ont une volonté, et les locataires, avec la crise de l'énergie qu'ils ont vécue et la hausse des coûts de l'énergie, ont pris conscience de ça. Donc déjà, c'est plus facile de faire bouger les lignes depuis quelque temps. Mais il y a tellement de sujets que si vous essayez de les traiter tous en même temps, vous vous noyez et vous ne faites rien. À un moment, il faut des priorités. Alors, reprenons des priorités. Pour nous, c'est effectivement se libérer des énergies fossiles. On a 10% d'immeubles qui sont approvisionnés en énergie fossile. Donc, c'est de réduire cette partie énergie fossile qui a un effet démultiplicateur sur les gaz à effet de serre. Ensuite, c'est de réduire les consommations d'énergie et c'est de les mesurer. Après, on a des problématiques sur les intensités d'usage. C'est-à-dire, on peut avoir une année un locataire où il y aura 100 personnes dans l'immeuble et l'autre année, il y aura 200 personnes. Et donc, on va avoir une augmentation. Et donc, il va falloir expliquer à chaque fois les consommations d'énergie, même avec des compteurs intelligents. Il faut interpréter les données, d'où l'intervention de prestataires extérieurs, c'est nécessaire. Et ensuite, d'analyser ces données et d'interpréter les différences entre les différentes années. Puis après, il y a tous les sujets de biodiversité, d'énergie renouvelable, etc., mais qui sont traités par les... Eh ben, c'est pas un métier de tout repos, investisseur. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce premier panel. On peut les applaudir. Je vous remercie.